il se fait que nous autres, les réfugiés, à l'époque, à l'hôtel de Mille Collines, depuis que nous sommes là, le 8, le 9, le 10, moi je suis là, ma famille y est le 11, moi le 12. Voilà, donc toute la période que nous sommes là, nous avons envoyé une série de fax, nous avons téléphoné, tout azimut. Et donc nous sommes des gens qui ont des contacts. Parmi nous, il y a des hauts cadres du gouvernement. Moi-même, j'étais haut cadre du gouvernement au service du Premier ministre. J'étais chef de service des affaires économiques et financières. Il y avait de grands juristes, des avocats, des médecins, de grands businessmen. Là, à l'hôtel de Mille Collines, il y avait des gens qui ont des contacts. Nous avons donc écrit partout, auprès des ONG, même auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, auprès des gouvernements. Nous avons envoyé des SOS, des cris de demande de secours, qui ont eu un effet. Le cas de l'hôtel de Mille Collines était déjà médiatisé. Toutes les chaînes de télévision à l'époque, enfin les plus en vue, TV5, CNN, BBC, on parlait déjà de Mille Collines. Nous étions aux Mille Collines, dans nos chambres, nous avions des écrans. Voilà, on parlait de Mille Collines et nous voyions que nos cris de demande de secours sont en train d'avoir un impact direct au niveau international. Donc nous avons nous-mêmes contribué à notre survie, je dirais. Et plus sournois, un cinquième facteur, plus sournois, je dis, machiavélique, cynique, criminel. Tantôt, je parlais de comment nous sommes en vie, nous avons survécu grâce à la conjugaison du rôle de la MINUAR, mission des Nations Unies au Rwanda, de la Sabena, la société belge propriétaire de l'hôtel de Mille Collines, du rôle clé du FPR, du rôle des réfugiés nous-mêmes. Et maintenant, je vous parle d'un rôle spécial, un rôle machiavélique. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Je l'ai dit déjà depuis 1994-1995, des gens ne me croyaient pas, ils me demandaient c'est quoi ce que tu nous racontes. Mais aujourd'hui, des Français en parlent aussi. Au fait, alors que le génocide est pratiquement consommé, que nous sommes au Mille Collines déjà qu'on s'est tués à tout moment. La radio RTL me parlait de notre cas chaque jour, comme quoi ceux qui se seront excellés à l'extermination des Tutsis se feront récompenser en ayant le plaisir de tuer l'intelligentsia de Tutsis à l'hôtel de Mille Collines, à violer les femmes et filles Tutsis qui étaient là. Nous sommes donc, en réalité, malgré les facteurs dont je viens de parler, nous sommes quand même des personnes qu'on s'est tuées à tout moment. Bien que c'était musclé, la Sabena intercède auprès du gouvernement français, la MINUAR est là, l'OFPR a des gens qui veulent aller dans la zone des génocidaires, c'est un argument de force. On était quand même des cibles qu'on s'est tuées malgré tout ça. Mais un rôle machiavélique, nous devenons des cartes que les génocidaires, l'ambassadeur du Rwanda au Conseil de sécurité, le ministre rwandais des Affaires étrangères, que le gouvernement rwandais, nous devenons une carte que le gouvernement rwandais et le gouvernement français savent présenter au Conseil de sécurité pour justifier une demande incessante d'une intervention internationale au Rwanda, une intervention militaire entre les deux belligérants, c'est-à-dire une intervention qui arrête la progression du FPR, c'est-à-dire une intervention qui stoppe la victoire, qui stoppe la défaite des génocidaires. Et donc, ce n'était pas que le cas de Mille Collines au Conseil de sécurité. Nous étions vraiment le site phare, mais on parlait aussi d'autres sites. Ils mentaient même cyniquement. Ils disaient qu'il y a des sites au niveau des paroisses, au niveau des communes du Rwanda. Dans toutes les communes du Rwanda, les génocidaires parlaient de Tutsis regroupés et qui sont à sauver.
Il y avait également, par exemple, le cas de Nyarushishi, le cas de Cicero, mais même ceux qui étaient déjà exterminés dans les églises, au Conseil de sécurité, on représentait comme encore en vie. Quand on négociait la fameuse intervention onusienne, on disait il y a des Tutsis encore en vie, envoyez une force qui impose le cessez-le-feu, comme ça on va sauver ceux qui sont encore en vie. Vous les voyez aux 1000 collines, toutes les chaînes de télévision en parlent. Voilà. Et même plus tard, vous verrez Bernard Kouchner, vous verrez Ayala Lasso, vous verrez Kibariza. Tout ce monde a visité le Rwanda et ils n'ont pas raté de passer aux 1000 collines. Il y avait Nilo là, il y avait. Voilà. Donc tout ce qui se tramait au Conseil de sécurité, on parlait quand même de personnes encore en vie. Et donc, on finit par être également sauvé par le gouvernement génocidaire et le gouvernement français qui disent tiens, laissez ces gens, laissez même ceux qui sont à Nyarushishi, et ceux qui sont à Kabgayi. Il y avait presque 30 000 personnes. Hein. Donc là, nous sommes en vie parce que médiatiquement et stratégiquement par là, nous devenons des cartes utiles aux génocidaires. Ils ont fait l'essentiel du génocide, ils en ont tué à plus de, je ne sais pas combien, mais nous, au Milkoni, nous sommes encore en vie. À Kabgayi, ils sont encore en vie. À Nyarushishi, ils sont en vie. À Cicero, ils sont en vie. Voilà des. Hein. Et, bref, nous avons survécu grâce à la conjugaison de facteurs aussi importants que je viens de les énumérer. Quand tu as parlé d'un homme, Rusesabagina, il était occupé à boire du champagne avec les génocidaires. Il dit lui-même, il dit qu'il les amadoués. Les génocidaires avaient accès à tout, même à tout petit génocidaire au coin quelque part. On lui dit qu'il y a des champagnes ou des whisky ou des bières aux 1000 collines. Il vient les prendre. Rusesabagina n'est pas capable de lui opposer moindre résistance. Donc, si le 1000 collines n'est pas attaqué, ce n'est pas que Rusesabagina a négocié. Non, c'est qu'il y avait des forces réelles. C'est que même le gouvernement avait décidé de ne pas tuer les gens aux 1000 collines, le gouvernement génocidaire. Ne pas nous tuer un temps pour peut-être nous tuer après qu'ils aient obtenu ce qu'ils cherchaient. Heureusement qu'ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient à stopper la victoire du FPR par une intervention internationale imposant un cessez-le-feu pour... Voilà. Donc, ce sujet, j'y reviendrai dans un autre cadre, pas dans un cadre d'un message comme celui-ci. Je vais terminer par un aspect du jour. Donc, j'ai tenu à parler aujourd'hui parce que, d'abord, j'ai exprimé mes émotions, pourquoi nous sommes satisfaits, nous sommes soulagés, surtout soulagés. Certaines personnes peuvent se dire, tiens, mais pourquoi les rescapés, ils se disent... Ils sont même contents, ils sont soulagés. C'est quoi? Quel était le problème? Je voudrais l'exprimer en des termes qui puissent faire comprendre à quiconque veut comprendre en quoi nous étions malmenés par M. Rusesabagina. Vous suivez un génocide, quelqu'un se met là, il commence à parler de votre survie. Et il en parle comme il en parle. Alors que vous êtes là et capable de parler de vous-même, pour le public et pour vos familles. Nous venons de passer 20 ans, une vingtaine d'années, à devoir expliquer, contredire, à être questionné des gens qui doutent de ce que nous disons. Imaginez un rescapé qui a survécu pour être réparé, pour être réhabilité, pour être assisté, pour qu'il puisse quand même vivre et pour que, particulièrement, il puisse jouer son rôle de gardien de la mémoire des siens et qu'il soit perturbé dans sa reconstruction, dans son rôle, qu'il soit au quotidien perturbé, torturé par quelqu'un rendu célèbre par l'Occident, par les films, par les livres,
par les films, vous rendez célèbre un négationniste, un idéologue de l'ethnie, un raciste courtisan, une maison, des producteurs de films produisent un héros qui devient si célèbre, qu'il est ovationné, qu'il est décoré même par des chefs d'État les plus importants. Vous imaginez les faits sur un rescapé qui est en train de subir les mensonges, l'imposture d'une telle personne, qui va alors jusqu'à dire que les Tutsis ont été génocidés, ont été tués parce que. Il justifie le génocide et en définitive, il dit que ce sont nous autres, les Tutsis, qui sommes responsables du génocide qui a emporté plus d'1 million de nôtres. Et un type comme celui-là, qui au quotidien, vous levez, il a tenu une conférence à tel endroit, dans telle ville, à telle université. Il a raconté, il a dit qu'il vous a sauvé, alors qu'il était là à comploter contre vous. Vous vivez au quotidien, année par année, une telle situation. Et des gens ne mesurent pas l'ampleur des ravages que ce genre d'action qui a connu, qui a la force de ce que l'Occident en a fait, de ce que les films en ont fait. C'est un héros, c'est un homme qui... Et là, on pesait difficilement contre lui. Heureusement, d'année en année, nous avons fini parce que la vérité, vous savez comment on l'appelle, qu'elle monte les escaliers, ou le mensonge passe par l'ascenseur. Mais que fin de fin, c'est la vérité qui triomphe. Nous avons souffert, en tout cas, même si nous sommes en train de triompher, même si nous venons de triompher. Nous avons vraiment souffert. Il faut que les gens le sachent. C'est pour cela donc que j'ai salué, j'ai félicité, j'ai dit merci, grand merci. Je le dis, je le répète, grand merci à l'État rwandais qui vient de mettre hors d'état de nuire son monsieur. C'est normal qu'on soit soulagé. C'est normal qu'on cherche à l'exprimer. Aujourd'hui, il fallait que je parle. Je ne parle pas que pour moi-même. Je parle du soulagement des rescapés qui avons souffert pendant de longues années. Je ne peux pas terminer comme ça sans dire clairement qui est cet homme. Nous voilà donc rendu célèbre, médaillé par le monde entier. Le Rwanda est prêt à l'accueillir, malgré l'imposture, malgré le mensonge que nous subissions déjà, nous autres, les escapés de l'hôtel de Mille Collines. Le film le présente un héros, on dirait que cela pouvait peut-être passer. Nous, on aurait pu dire, tiens, bon, tant pis pour toi, même si tu as menti. Le film parle quand même du génocide. Mais alors, dès la sortie du film, il embraye. Le voilà en réalité qui il est. Je parlais de comment il est né par les films, par les livres. Mais il est né par lui-même. Lui, c'est un idéologue de l'ethnie. Le génocide vient de terminer, d'être arrêté, d'emporter plus d'1 million de Tutsis. Il est rendu héros, célèbre. On lui prête d'avoir sauvé des Tutsis, mais il utilise cette renommée, cette force, aussi bien morale que matérielle que financière, parce que dans ses lobbies, dans le cadre de son film et des ONG qu'il a fondées, il a amassé des fonds, il devient populaire et il dit, tiens, non, je ne peux pas être suffisamment populaire si je ne suis pas Hutu populaire. Hutu populaire. Donc il va créer, il engage un combat musclé de négation du génocide. Il accuse ceux qui ont combattu les génocidaires. Il accuse nous autres les escapés, nous autres les tous, d'être les vrais responsables du génocide qui nous emporte. Il dit que nous avons provoqué les génocidaires, que nous les avons énervés et qu'ils nous ont tués.
il ose parler un tel langage, mais il y a des gens encore embarqués dans cette idéologie pour trouver normal de dire non, ils nous ont provoqué, nous pouvons les tuer. Donc Rusesabagina, en un mot, il devient un des meneurs du combat négationniste du génocide des Tutsis pendant tout ce temps. Il accuse de façon virulente le FPR et son chef. Il accuse l'État rwandais, dirigé aujourd'hui par le FPR, et il y va avec tous les moyens qui s'est mobilisé. Et il va dans un langage tellement immonde, tellement ethnique, tellement méchant, que nous, les rescapés, on en souffre. C'est ça que quand je dis qu'on est soulagé. Mais alors, il y a de ces gens qui ne sont jamais... Comment se peut-il qu'il n'a pas été... Il ne se soit pas satisfait de ce qu'il devenait par le film. Il est tenté de naître du néant, il devient... On le connaît, accueilli au niveau de... médaillé par le président des États-Unis et les autres. C'est vraiment étonnant. Certains trouveraient étonnant qu'ils ne soient pas satisfaits, qu'ils ne se satisfassent pas de cela. Mais non, moi je vous dis, justement, ça ne pouvait pas lui suffire parce que il y a eu génocide. Tout le génocide devait connaître son étape dernière, à savoir le négationnisme. Pas que ça. L'idéologie du génocide n'a pas à être vaincue. Donc, il dit non, j'ai les moyens d'action. Les gens des Rwandais, l'ANSAS, la CAM, l'exil Bahero, je l'invite à monter au podium pour parler Hutu, pour parler idéologie du mal, pour se décider à attaquer le Rwanda après un génocide. Quelqu'un qui pense qu'il va attaquer le Rwanda et en des termes clairs, aussi clairs que ça, l'idéologie, le discours politique. Donc c'est le discours de combattre ceux qui ont vaincu les génocidaires. Il rêvait de réinstaurer au Rwanda l'idéologie, les réalisations, la vie politique génocidaire. Voilà. Donc, qu'alors le film Rusesabagina connaisse une fin heureuse, il est manu militaire au Rwanda, c'est la justice qui va s'en occuper. Nous, on va être occupés à d'autres activités utiles. Nous sommes donc soulagés, nous sommes contents. C'est la fin de ce monsieur. Il va être rééduqué, il va être jugé, rééduqué de la prison. En tout cas, ça n'est fait. Et c'est surtout le message que porte l'action d'arrêter Rusesabagina au Rwanda, d'avoir Rusesabagina qui va être jugé au Rwanda. C'est un message fort, très très fort, aussi bien aux Rwandais qu'aux étrangers, parce qu'on en connaît qui sont bizarres. On en connaît qui sont bizarres, qui ont l'air pays, surtout ce que nous appelons l'Occident. Nous avons des gens là en Occident, pas que des gens normaux, même des politiciens qui ne sont pas occupés à assumer la politique de leur pays, qui cherchent à s'occuper de la vie, de la politique au sein des pays comme le Rwanda. Nos amis de l'Occident qui étaient occupés à soutenir des approches bizarres, ils reçoivent un message très très fort. J'imagine que l'arrestation de Rusesabagina, le jugement qu'il va connaître, va réveiller, conscientiser, rendre les gens à l'évidence. Le Rwanda est un pays fort. Je voudrais braver
J'en ai vu qui commencent à écrire sur l'arrestation de ce monsieur. C'est vraiment rigolo. Je voudrais en avoir d'autres qui écrivent encore. Et c'est rigolo et ridicule. Il est dans les mains sûres. Et c'est fini. C'est un cas fini. La suite, c'est la justice. Messieurs et mesdames de l'Occident, le monsieur, c'est fini. Et vous, les amis rwandais, c'est vraiment une leçon qui se passe documentaire. Vous aurez vos occasions de faire votre interprétation. Mais l'arrestation n'a pas besoin de commentaires. Il est tellement porteur de messages que on est tout simplement content. On va continuer. Voilà, très content. Merci. Je tenais aujourd'hui à m'exprimer. Et voilà, très très content que ce message n'a pas besoin d'autres commentaires. Je parle de l'arrestation. Je vois mal quel autre commentaire des gens. Quel commentaire à cette arrestation? C'est tellement. Ça vaut des bouquins, ça vaut des livres de milliers de pages. Ça n'a pas besoin d'autres. Ça parle et ça parlera pour très longtemps. Parce qu'il existe un film Hotel Rwanda dont la fin aura été Rusesabagina en prison pour ses crimes de mensonge, d'imposture et de négationnisme. Donc, quand je dis que cet acte, cette arrestation, vaut des tonnes et des tonnes de livres et de films, voilà, son film Hotel Rwanda connaît cette fois-ci un happy end. Parce que nous aurons été vraiment très mal dans notre peau si ce film n'avait pas continué, si ce film ne terminait pas comme il termine. Le film Hotel Rwanda, je le répète, il termine avec l'arrestation de Paul Rusesabagina, le criminel. Nous en sommes très contents, très reconnaissants, très fiers des forces rwandaises qui ont été capables de cette action. Merci.